Fenêtre.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et il me semble que la plupart d'entre vous sont assez familiers avec la notion de blessure d'enfance. C'est vrai qu'on en parle assez souvent et on va revenir sur ce sujet avec Ariane Calvo qui a également une connaissance assez approfondie de nos blessures d'enfance. Et c'est tant mieux qu'on prenne conscience de ça parce que pour aller mieux, il faut déjà les connaître, ces fameuses blessures d'enfance. Alors, en tant que spécialiste, Ariane Calvo, on va tout particulièrement évoquer la blessure d'abandon. Pourquoi ? D'abord parce que cette blessure, nous l'avons tous connue au moment de notre naissance, puisqu'on quitte un lieu assez paradisiaque, il faut bien le dire, pour nous retrouver à l'air libre. Et donc, évidemment, on l'a connu. Et puis, je crois que de toute façon, les bébés se sentent souvent abandonnés dès la naissance, et cela jusqu'à un âge, on va dire jusqu'à l'âge de raison, jusqu'à 7 ans. On comprend pas pourquoi papa, maman nous laisse alors qu'on a envie de rester avec lui. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant d'évoquer cette blessure, notamment lorsqu'on évoque l'amour, puisque cette blessure rentre vraiment en résonance lorsqu'on tombe amoureux ou lorsqu'on est dans une relation d'amour avec beaucoup de sentiments, évidemment. Alors, on sait aussi que, par exemple, par peur d'être à nouveau abandonné, on peut éviter d'aimer, et je trouve ça bien dommage. Donc, je vous propose qu'on en parle ensemble de votre blessure d'abandon et qu'on analyse en quoi elle vous nuit dans vos histoires d'amour. Donc, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Ariane Calvo. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous pendant ces 2 heures. Ne nous abandonnez pas. On a envie de vous écouter. Alors, votre dernier livre s'appelle L'autonomie émotionnelle. C'est aux éditions Robert Laffont. C'est un livre vraiment remarquable dans lequel vous parlez évidemment de nos blessures d'enfance. Et donc, la blessure d'abandon, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire déjà pour commencer l'émission ? Effectivement, votre propos était très juste. C'est la seule blessure que nous partageons tous. Effectivement, en arrivant au monde, on a un sentiment de détresse assez commun qui fait que on a l'impression, mais c'est pas une impression d'ailleurs, c'est une réalité, on pourrait mourir d'être abandonné, puisque on est dans une dépendance absolument totale. Et c'est cela que réactive la blessure d'abandon, c'est-à-dire que on a vraiment le sentiment, quand on est affecté par cette blessure de nombreuses fois ou par une réalité très tangible et profonde de cette blessure dans l'enfance, que si notre partenaire nous quittait, notre partenaire amoureux, on pourrait en mourir de détresse, de solitude, de sentiment de plus pouvoir exister au monde tranquillement. Et ça crée la dépendance affective, cette fameuse dépendance affective. Alors moi ce que j'ai remarqué, et j'en ai encore parlé ce matin d'ailleurs avec un ami qui a été quitté il y a 2 mois et qui me disait c'est fou parce que j'ai l'impression que il y a une partie de moi qui est détruite, et je trouve que ça c'est très intéressant aussi à expliquer à ceux qui nous écoutent. C'est que si en tant qu'enfant on n'a pas su se créer une certaine autonomie, une certaine indépendance, j'oserais même dire, on va être dans cette dépendance amoureuse dont vous parlez, et dès qu'on va être quitté, parfois même une rupture avec un ami d'ailleurs, va créer une sorte de faille dans notre moi. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. C'est la fameuse base de sécurité minimale qu'on essaye de construire dans l'enfance et que nos parents, normalement, quand tout se passe bien, nous aident à construire. Mais parfois, effectivement, elle n'a pas pu être construite pour des circonstances externes à nous, la plupart du temps, de leur disponibilité parentale. C'est pas forcément des mauvais parents, mais ça n'était pas possible pour eux à ce moment-là de construire de la sécurité pour nous. Et puis, j'aime bien cette expression en écho à celle de votre ami du cœur brisé, parce que c'est vraiment physiquement le sentiment que l'on a, cette partie de nous qui est détruite et on a l'impression qu'elle pourra jamais plus être vivante. Alors évidemment, l'expérience nous montre qu'on a tort, qu'on retombe amoureux à tout âge, alors qu'on a toujours l'impression que c'est la dernière fois qu'on a réussi à le faire. Mais ça peut entraîner ce phénomène auquel vous faisiez allusion, qu'on appelle maintenant philophobie, cette peur d'aimer, de peur de souffrir à la fin. Ouais.
Quels sont les autres inconvénients quand on est trop marqué par la blessure d'abandon? Donc on a peur de s'engager, on a peur d'aimer, on a tendance à se méfier de tout le monde. Qu'est-ce que vous diriez? Alors ça, c'est sur le versant qu'on appelle évitant dans les styles d'attachement, et sur l'autre versant qu'on appelle insécure, anxieux ou agrippé ou fusionnel selon les traductions. Eh ben, on va courir après l'amour tout le temps et supporter parfois des choses insupportables plutôt que d'être quitté. Parce qu'en fait, à l'âge adulte, on n'est pas abandonné, hein. On se met au clair quand même, on est juste quitté et on peut se séparer, c'est le droit de tout le monde, d'ailleurs notre droit à nous aussi de pouvoir se séparer sans avoir le sentiment d'abandonner qui que ce soit. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui nous écoutent, qui sont parents de jeunes enfants, pour justement aider cet enfant à ne pas sombrer dans une blessure d'abandon trop grande? Eh bien, comme on ne pourra pas lui éviter ces ressentis d'abandon dont vous parliez, c'est-à-dire que même avant 6 ans, le cerveau immature de l'enfant ne fait pas la différence entre le ressenti et le vécu réel. Donc, comme on ne pourra pas lui éviter des ressentis d'abandon, le déposer à la crèche, arriver 10 minutes en retard à la sortie de l'école, etc., ce qu'on peut par contre favoriser, c'est la parole. Je me suis sentie très mal, j'ai eu très peur que tu ne viennes pas me chercher à l'école aujourd'hui parce que je ne te voyais pas avec les autres mamans ou les autres papas. Ok, je comprends, je sais que ça a dû être difficile pour toi, mais je t'assure que je pensais très fort à toi et que je faisais tout pour arriver le plus vite possible. Donc de pas minimiser ce ressenti-là qui a dû être très difficile, de l'entendre, d'acter et de dire ce qui s'est passé réellement pour vous. Ça permet de sécuriser aussi l'enfant dans ce qu'il a vécu et qu'il puisse l'exprimer à nouveau à chaque fois qu'il le ressentira. Et ça me fait penser aussi à quelqu'un qui témoignait hier, d'ailleurs, justement, ou lundi, c'était lundi, je crois plutôt, d'une relation récente, et ce qui l'angoissait, c'était qu'elle ne savait jamais quand est-ce qu'ils allaient se revoir. Ça faisait 2 mois qu'ils s'étaient rencontrés, et ça me fait penser quand on s'en va en tant que parent, on peut dire à son enfant, ne t'inquiète pas, maman va revenir, maman revient te chercher, etc. Et peut-être que dans une relation, on doit aussi penser à ça, penser que l'autre peut-être a besoin de savoir quand est-ce qu'on se revoit. C'est même indispensable. Alors, en tant que parent, moi, j'étais complètement vent debout cette habitude qu'on avait dans les crèches il y a une 20aine d'années, quand mes enfants ont été petits, où les professionnels nous disaient de partir quand ils tournaient le dos, vous savez, pour pas qu'ils nous voient partir. C'est nul. Oui, ah oui. C'est nul. Ils se sentent complètement trahis. Du coup, la fois d'après, c'est encore pire. Donc non, on dit les choses, on dit qu'on part, on dit qu'on va revenir, effectivement. Et je partage votre constat. J'ai beaucoup de patientes et de patients qui me parlent de cette histoire de je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, il n'a rien dit, elle n'a rien dit, un truc un peu flottant comme ça, où je sais, il m'a dit qu'il sortait, je sais pas du tout où il est. Alors évidemment, sans traquer les gens, c'est pas mal d'avoir une forme de clarté, de transparence et de dialogue sur ce qu'on fait en toute liberté, mais avec clarté. Eh bien, on va vous aider à mieux accepter votre blessure d'abandon, à mieux aimer en quelque sorte. Et dans un instant, c'est Marie qu'on retrouve. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Aimer malgré nos blessures d'enfance, c'est avec Ariane Calvo, psychologue, que nous parlons de ce sujet délicat. Bonjour Marie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour. Alors moi, effectivement, je souhaitais parler de ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai une blessure d'abandon profondément ancrée en moi, puisqu'en fait, j'ai été hospitalisée, transférée d'un hôpital à l'autre après 4 jours, après ma naissance, 4 jours après ma naissance, pour ictère néonatal. Donc ma maman était encore à l'hôpital avec moi, on m'a transférée à 60 km de la maison, où je suis restée 1 semaine toute seule dans cette chambre d'hôpital, donc 4 jours, voilà.
Et puis une deuxième hospitalisation à l'âge de 20 mois pour un staphylocoque pleuropulmonaire. Et là, je suis restée hospitalisée 3 mois, toute seule dans cette chambre d'hôpital, puisqu'à l'époque, on n'avait pas la maman en chambre, malheureusement. Il y avait mon frère et ma sœur qui étaient à la maison et dont ma maman aussi devait s'occuper. Donc voilà, j'ai eu quelques visites de mes parents, mais très peu, puisqu'à l'époque, ils n'étaient pas véhiculés. Donc voilà, c'est ça. J'ai oublié, si vous voulez, mais mes parents m'en ont régulièrement parlé en me disant que j'étais super heureuse quand je les voyais arriver et que je criais, je me débattais et je pleurais toutes les larmes de mon corps quand ils partaient. Et voilà, et ça m'a valu de toute ma vie être dans la dépendance affective, que je travaille depuis quelques années, et ça m'a valu pendant longtemps en fait, mais de préférer être mal accompagnée plutôt que seule. Et c'est tout récent depuis peu de temps, tout récemment, que j'ai réussi justement à inverser la chose et à préférer être seule que mal accompagnée, et à travailler sur moi et sur ces blessures d'enfance qui m'ont profondément traumatisée en fait, profondément marquée. Oui, parce que quand on a ces âges, quand on est bébé, 20 mois, on n'a aucune notion de ce qui se passe, mais on se ressent totalement abandonné, dans le sens où même quand je suppose évidemment on a pris soin de vous sur le plan médical, mais il n'y a pas la chaleur d'une maman qui nourrit, Ariane Calvo, c'est forcément traumatique ce qu'a vécu Marie. Oui, tout à fait. À 4 jours et à 20 mois. Alors, à 20 mois, il y a le début du langage. On peut commencer à expliquer un petit peu. Mais même comme ça, le fait de, par exemple, devoir passer des nuits toute seule, ce qui est toujours très anxiogène pour n'importe quel enfant, doit être décuplé dans un environnement étranger. Et puis, on peut vous parler, vous pouvez comprendre certaines choses simples à 20 mois, mais savoir que c'est pour votre bien que vous êtes là, que c'est pour vous soigner, qu'il y a du monde autour, que vous n'êtes pas toute seule, c'est des concepts en fait, c'est quasiment impossible à intégrer réellement. Qu'est-ce qui vous en a été expliqué, vous savez ? Eh bien, on m'a expliqué que j'avais fait une infection pulmonaire et donc en fait, non, on m'a juste raconté que j'avais un drain qui évacuait le liquide de la plèvre et que du coup on avait été obligé, les médecins m'avaient attaché pieds et poings liés au lit parce que sinon j'arrachais le drain et je me débattais quand je voyais mes parents partir, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Donc on m'a expliqué ça et voilà, on me l'a raconté et c'est seulement il y a seulement quelques années que je me suis rendu compte, j'ai regardé mon carnet de santé, j'ai vu les dates, j'ai dit ouais, effectivement c'était vraiment traumatisant. Et ce qui m'a aidé il y a peut-être 2 ans à peu près, c'est de m'imaginer au cours d'une séance de méditation, moi adulte, tenant moi le petit bébé dans mes bras dans cette chambre d'hôpital pour la rassurer, pour lui dire que je l'aimais, etc. et pour rassurer mon enfant intérieur. Voilà, c'est ce travail que j'ai fait sur moi qui m'aide, et travailler mes blessures, mais c'est vrai que ça a été très très traumatisant, et d'ailleurs j'ai grandi et j'étais très attachée, enfin je suis toujours très attachée à mes parents. Je préférais rester à la maison avec maman plutôt que d'aller à l'école quand j'étais petite, aller à la maternelle ou autre, et je rêvais quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, que je rentrais à la maison et qu'il n'y avait plus mes parents, la maison n'était plus là, enfin voilà, ça m'a vous faites vous faites encore ce genre de rêve ou de cauchemar plus exactement d'ailleurs? Ce genre-là, non, mais je fais quand même de temps en temps, oui, des cauchemars. Vous êtes perdu, abandonné. Oui, quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, toute ma vie, je cherchais ma place et je cherchais ma route, mon chemin. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite et qui démontre que les enfants qui ont vécu ce genre de traumatisme n'ont pas réussi à l'âge adulte à créer leur propre famille. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas réussi, je n'ai pas créé ma propre famille. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des rencontres et au fil des années qui passaient que j'ai cherché justement la sécurité et le réconfort chez l'autre.
Et au lieu de le chercher en moi, je pensais plus à l'autre qu'à moi. Je m'occupais plus des besoins de l'autre que de mes propres besoins. Et je pensais que c'était l'autre qui allait m'apporter cette sécurité. Parce que j'étais en train de me dire en vous écoutant tout à l'heure que c'est pas seulement le ressenti d'abandon quand vous me décriviez qu'il y avait un drain, etc. pour retirer le liquide. Je pense que vos parents ont dû avoir très peur pour vous. Oui, d'ailleurs, ils avaient demandé à ce que je sois baptisée en urgence à l'hôpital parce que tout le monde pensait, même les médecins pensaient que j'allais mourir. Donc ils ont eu très peur, effectivement. Et oui, c'est ça s'est ajouté, je pense, au ressenti d'abandon et vous avez eu besoin de les rassurer. Et c'est ça aussi qui perdure un petit peu, c'est pas juste la blessure d'abandon, c'est mes parents ont eu très très peur que je meure. Et donc cette espèce de circulation empathique là avec l'autre, avec les gens que vous aimez pour les rassurer, ça doit venir de là. Et leur peur, c'est ajouté à votre ressenti parce que ça vous a fait peur de les sentir avoir peur. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous savez, Marie, être touchée par quelqu'un, ou est-ce que vous avez du mal dans le rapport au corps justement? Ah non, j'ai aucun problème par rapport à ça. Non, du tout. Oui, il n'y a eu aucun problème. D'ailleurs, j'ai commencé d'ailleurs ma première histoire d'amour, ma belle histoire d'amour, c'était avec une femme parce que je pense que je me sentais davantage en sécurité dans les bras d'une femme que dans ceux d'un homme. Et oui, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Oui, au niveau sentimental, etc. C'est juste que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes puisque voilà. Vous êtes forcément très en demande. Enfin, vous étiez, parce que je crois que vous avez bien avancé. Vous étiez tellement en demande que quelqu'un de à peu près sain, si je puis dire, ça fait peur. Donc, vous avez eu forcément des gens qui ont un peu profité de vous, qui se sont engouffrés dans votre blessure. Oui, tout à fait. J'ai rencontré des personnes toxiques, perverses narcissiques, et j'étais pas du tout pour me faire travailler, pour me faire comprendre et pour me faire avancer. Mais effectivement, j'ai pas rencontré la bonne personne parce que j'ai toujours trop idéalisé l'autre et que j'étais trop dans la dépendance affective, très probablement aussi, et que du coup, effectivement, ça a fait que je n'ai pas rencontré la bonne personne. Mais il n'est pas trop tard, Marie, parce que vous avancez bien visiblement, donc. Ça prend du temps. C'est vrai. Mais j'avance à mon rythme, c'est vrai. J'essaie de guérir mes blessures du passé pour justement être mieux et avancer, continuer à cheminer, être mieux. Oui, parce que malgré tout, alors ils ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres parents, mais vous n'avez pas eu des mauvais parents, parce que on sent bien que quand même vous êtes donc il n'y a pas de raison qu'à un moment donné il n'y ait pas la bonne personne qui se croise votre chemin. Oui, j'espère, un jour peut-être. Mais oui, en tout cas, aujourd'hui, je me donne de l'amour à moi et je sais que tout vient de moi et je compte plus sur une autre personne pour m'apporter ce dont j'ai besoin. C'est déjà un grand pas. Merci Marie, merci beaucoup de ce témoignage. On fait une petite pause et c'est Caroline qui va témoigner dans un instant. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On parle aujourd'hui de la blessure d'abandon avec Ariane Calvo qui est avec nous, autrice de ce livre, L'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont. Et c'est Caroline qui nous rejoint. Bonjour Caroline. Bonjour Brigitte. Bonjour. Heureuse d'être parmi vous en tout cas et de pouvoir témoigner de ce que j'ai vécu. Alors justement, c'est votre mère qui a quitté votre île, alors je ne sais pas de quelle île. Oui. Alors en clair, dès ma naissance, j'ai eu vraiment cette blessure de l'abandon qui s'est fait par mon père qui n'a pas voulu de ma mère et de cette grossesse. Deuxième étape, ma grand-mère qui à l'époque, ma maman sans mariage l'avait mis dehors, donc on a été rejetés. Et voulait en plus me placer dans une famille. À l'époque, à l'île de la Réunion, il y avait eu tout un passage politique où on est récupéré des enfants pour les envoyer en France. Bon, bref, je passe les détails, donc j'ai été épargnée. Et justement, pour me sauver, ma maman, à un moment donné, a pris la lourde décision, donc j'étais à peine bébé, de me laisser à mon parrain et ma marraine. Sauf que je pense que j'avais déjà, même dans le sein de ma mère, déjà cumulé pas mal de traumatismes au final.
Et que quand elle m'a laissée, je me suis laissée mourir de faim. Donc je ne pouvais plus boire mon biberon. Et ça a laissé des séquelles assez intenses parce que jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, je n'ai pas parlé. Ma mère n'a plus entendu. Du moins, elle est revenue parce qu'on lui a dit, tu peux pas laisser ton bébé comme ça. Elle est en train de mourir. Et bon, elle l'a vraiment fait dans un acte d'amour parce qu'elle pensait venir en France et pouvoir me sauver de trouver un travail et ce genre de choses. Et puis en effet, elle est revenue et puis voilà, donc j'en ai même perdu l'usage de la parole jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Et puis voilà, donc je me suis construite avec ces premières bases de vie, quoi. Donc qui ont été compliquées, qui le sont, je dirais encore, mais en même temps que j'essaye de transcender en force et en lumière. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup rattrapée tout le long de ma vie, parce qu'on a vraiment cette peur d'être abandonné. On fait tout pour réclamer l'affection des uns des autres, mais malheureusement on n'est pas nous-mêmes, et puis il y a ces souffrances qui sont là, qui nous exaspèrent. Et même si parfois on a du bonheur autour de soi, autour de soi, je peux dire ça, on a l'impression qu'on va le perdre, on a peur de ça. Donc moi j'ai vécu pendant très très longtemps dans la peur, avec des relations bien évidemment avec l'homme qui était bien entre guillemets compliqué. J'ai été mariée 20 ans avec 3 beaux enfants, mais en clair où je n'avais pas la possibilité d'être moi-même. Toujours cette peur que j'ai toujours un peu, mais qu'aujourd'hui j'arrive à canaliser et à comprendre beaucoup mieux. Et puis j'ai fait aussi des mauvaises rencontres, je me suis séparée, j'ai fait des mauvaises rencontres, bien évidemment. Et puis un jour, j'ai été tellement fatiguée émotionnellement parlant, parce que la blessure de l'abandon, on se sent nul, on se sent inutile, on se sent comme de la merde, excusez-moi d'employer ce terme. Ça m'émeut encore de le dire parce que c'est vraiment quelque chose auquel je combats. Et puis qu'à un moment donné dans votre vie, pourtant vous avez fait plein de choses et des choses sympas, et que parfois je fais aussi jamais les choses facilement par rapport à d'autres. Il faut toujours que je passe par des travers, des chemins plus compliqués. C'est comme si c'était un combat perpétuel, et puis on y arrive. Et puis j'ai de la chance d'être quelqu'un qui rayonne, donc qui est solaire, donc c'est ce qui m'a aussi sauvée. Mais bon, j'en ai marre, je me suis dit stop, je veux plus vivre. Et vous avez fait une tentative de suicide, c'est ça que vous dites ? Alors, j'ai eu une première fois une tentative de suicide, et puis ensuite, je me suis donné la chance de revivre. Mais là, c'était vraiment un appel au secours, je pense, plus qu'autre chose. Et en fait, un jour, on va dire que j'ai une force en moi où j'ai été voir un psychiatre. Je me suis renseignée sur un hôpital, et pendant 1 mois et demi, j'ai mis ma vie à part. Donc ça a été très douloureux et libérateur à la fois, parce qu'il a fallu mettre son ego de côté. Je me suis mais vous avez su demander de l'aide, ce qui est aussi une force, d'ailleurs. Bien sûr. Caroline, ça fait écho aussi à ce que vous avez dit, Ariane, à Marie tout à l'heure. Il y a à la fois, bien sûr, un abandon déjà du père, on l'a compris, et puis ensuite de votre mère, même si elle l'a fait pour vous. Mais il y a aussi, je crois, ce que vous avez ressenti de votre mère, qui devait être très perdue et qui devait pas être bien. Et c'est tout ça aussi qu'il faut arriver à un moment donné, à mon avis, à comprendre et à faire la différence entre votre blessure d'abandon à vous et tout ce que vous avez en tant qu'enfant, qui prend on sait que les enfants c'est des vraies éponges, et tout ce que vous avez pris de votre maman, parce que quand vous dites j'ai l'impression d'être nulle, etc., je me demande si ça vient pas plutôt de votre mère qui, quand vous étiez petite, avait peut-être ce sentiment là. Je sais pas, c'est une hypothèse. Alors, non, je pense que c'est vraiment juste, et ce que j'aime dans les émissions de Brigitte, et pour moi il n'y a pas de hasard, c'est que dernièrement, j'ai passé un week-end avec ma maman. Oui. Et là où moi, j'ai grandi sur certaines blessures, sur certaines choses, où j'ai retrouvé mon équilibre, plein de choses, je me suis rendu compte que ma maman se mettait dans des états mais horribles pour des choses pas graves en soi. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience, en fait, que ces émotions-là ne m'appartenaient pas. Très bien. Ouais. Mais depuis peu. D'accord. Ariane, je vous laisse intervenir. Oui. Il y a aussi le fait qu'il y a quelque chose de très particulier au traumatisme d'enfant, c'est que l'enfant, pour assimiler les événements difficiles, a besoin de leur donner du sens, et quand le sens ne lui est pas donné par l'externe, par les adultes qui l'entourent, il cherche le sens en lui. C'est typiquement l'enfant qui se sent responsable du divorce de ses parents parce qu'il n'a pas été assez sage, ou
c'est pas un gentil garçon ou une gentille fille. Et là, je me demande si 4 ans et demi, 5 ans, là, quand vous étiez en détresse dans cette famille, il n'y avait pas un peu, mais est-ce que c'est parce que j'ai pas été assez gentille? Est-ce que je dois faire quelque chose pour qu'on vienne me chercher, pour que ma maman me récupère? Et vous avez dit ensuite quelque chose de ce style-là. J'ai l'impression qu'il faut toujours en faire plus pour être aimé. C'était pas exactement votre phrase, mais c'était un peu le sens. Je pense que vous avez probablement raison aussi là-dessus, puisque je me souviens que enfant, lorsque j'étais enfant, j'étais une enfant, mais d'une gentillesse et d'une sagesse. Et je me répétais tout le temps, il faut que tu fasses le bien, il faut que tu fasses le bien, et il faut que parce que ouais, j'avais comme s'il fallait que je me pardonne ou qu'on me pardonne des choses. Oui, en effet, j'ai longtemps été dans cette optique-là, ouais, je pense. Pour récupérer votre maman. Et ça, la trace de ça peut rester longtemps sans qu'on l'identifie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut faire des choses pour pouvoir mériter d'être aimé. À l'âge adulte aussi. Ah ben oui, puisque ensuite je suis même tombée sur des relations, une relation pervers narcissique où bon, je m'en suis sortie, mais ça a été où en fait j'ai compris de cette relation que c'était un peu aussi comme si je voulais me faire pardonner des choses. C'était très très bizarre. Exactement. Et comme si vous étiez convaincu, oui, que vous devez mériter l'amour, alors que ça devrait être un cadeau. C'est ça. Et effectivement, il y a des traces d'absorption des émotions de votre mère, on le sent. Et c'est super que vous ayez pu en parler avec elle et les voir avec clarté que c'était à elle que ça appartenait. Ça va vraiment vous aider. Ben complètement, oui. Là, je suis dans une phase où j'ai vraiment retrouvé un équilibre dans ma vie. Je suis contente. Mais il y a certaines blessures. Le fait, par exemple, bon, j'ai 50 ans, aujourd'hui je vis seule, donc fière d'être seule dans le sens où j'ai repris ma vie en main et que je ne veux plus jamais laisser le pouvoir à quelqu'un de malsain de pouvoir me gérer quelque part. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi cette peur maintenant d'engagement de quelqu'un qui peut encore me manipuler donc voilà, c'est vraiment un tout. J'avance à petits pas, ça c'est sûr. Oui, mais Caroline, je crois que c'est important quand même de l'entendre. D'abord, les pervers narcissiques vont vers des belles personnes et des belles personnes qui sont encore un peu fragiles, parce que sinon on les repère. Et en règle générale, quand on avance et vous avez fait le chemin, on retombe pas sur ce genre de personnes. La répétition, elle n'a lieu qu'à partir du moment où on reste encore toujours dans cette posture de victime. Donc je pense qu'il faut faire confiance maintenant à votre intuition. Vous avez déjà bien déblayé, si je puis dire, les mauvaises herbes qui vous empêchaient d'être rayonnante. Et puis là, je pense qu'il faut vous faire confiance. C'est ça. Maintenant, mon combat est dans la confiance. C'est ça. C'est exactement ça. Eh bien, on vous le souhaite. Merci de ce témoignage, Caroline. En tout cas, merci beaucoup. On voit bien que nos premières années sont déterminantes sur notre sécurité affective et ça a forcément des impacts par la suite. Michel, oui, pardon, allez-y, Ariane, excusez-moi. Oui, et ça met plus de temps à guérir que d'autres blessures. De par sa précocité, c'est-à-dire que toutes les blessures qui arrivent avant l'apparition du langage mettent beaucoup plus de temps à être verbalisées puisqu'elles n'ont pas pu être conscientisées par le langage en étant vécues. Donc c'est des ressentis, c'est le corps, c'est des déductions qu'on fait à partir de plusieurs événements, mais c'est difficile de mettre des mots dessus. Eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire avec vous, Ariane. Et on continue, bien sûr, avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Pour l'instant, c'est Michel qui va répondre à 3 questions intimes et pourra vous en poser une après Ariane. Bonjour, Michel. Tout d'abord, bonjour. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Madame Calvo. Bonjour. Très heureux de reparticiper. Eh bien, vous êtes prêts? On y va? Ah, tout à fait. Alors, première question, est-ce que vous seriez plutôt dépendant amoureux ou indépendant en amour? Grande question. Plutôt... mais avec la maturité, je suis devenu plutôt dépendant.
Dépendant, tiens, Oui. avec la maturité. Ah ben parce que vous Oui. aviez peur avant, donc vous étiez un indépendant qui finalement se cachait. Deuxième question, qu'est-ce que vous ne supporteriez pas chez une femme? La seule chose, c'est l'infidélité. L'infidélité, ça c'est... D'accord. Donc La seule et unique. Ouais. C'est... Après, je suis ouvert à tout, mais voilà. Et alors justement, dernière question, à partir de quand vous jugez qu'une femme est infidèle? Si elle pense à quelqu'un d'autre, si elle échange des mots coquins avec un autre homme? Non, physiquement. D'accord, physiquement. Voilà. C'est-à-dire, Oui, physiquement. et la fellation, c'est déjà de l'infidélité ou ça va? J'estime que quand on vit une histoire d'amour entre deux personnes en alchimie totale, je pense que on peut faire abstention de toute relation sexuelle avec une autre personne. Bien sûr. Et donc pas de baiser, pas de fellation, évidemment pas de relation sexuelle. Ok. Non, voilà. Très bien. Là-dessus, je suis assez intransigeant parce que je Mais au moins viens c'est de clair. je viens de découvrir l'amour, le véritable amour très tard, à 68 ans. Et j'ai pu commencer à aimer qu'à cet âge-là. Et donc, je veux profiter pleinement de cette clarté que j'ai devant moi. Voilà. D'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Ariane, vous écoute. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai passé donc toute ma vie à avoir des gros soucis à cause de ma jeunesse, qui a été un gros handicap entre... Je me sentais pas du tout aimé, même rejeté. Donc, je me suis appuyé toujours sur des personnes extérieures, tierces personnes. Est-ce que vous trouvez normal que je sois vraiment tombé, que j'ai trouvé vraiment, comment dire, le chemin d'aimer aussi tard, que toute ma vie elle a été perturbée par cette tierce personne qui était donc ma mère, quoi, qui me rejetait. Est-ce que vous trouvez normal que j'ai dû attendre jusqu'à 68 ans pour trouver l'amour? Alors, non, je trouve pas ça normal et je pense que Brigitte vous a donné tout à l'heure probablement un début de Je parle pas réponse. physiquement, hein. Je parle pas de sentiments physiques, je parle de sentiments, l'amour avec un grand A, quoi. Oui, mais alors, plusieurs choses. D'abord, cette histoire de indépendant, dépendant. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez découvert dépendant sur le tard. Je pense qu'il faut beaucoup de sécurité pour une personne qui a eu peur d'être rejetée toute sa vie, même si c'est que par sa mère. Mais après tout, sa mère, c'est quand même pendant très longtemps dans notre vie et surtout dans tout le moment de notre construction psychique, la personne la plus importante dans notre monde. Donc, je pense qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour surmonter cette peur du rejet. Et pour trouver quelqu'un avec qui vous aviez vraiment, vraiment envie de prendre le risque de vivre peut-être cette peur-là, de vivre ce rejet-là peut-être, en tout cas cette séparation peut-être, parce que vous trouviez que même une seconde avec elle, ça valait la peine d'être risqué. C'est ça. Tout à fait. Et est-ce que ça vous a donné aussi la force de mettre à distance votre mère? La situation... ma mère est décédée, donc je veux dire, ça m'a libéré depuis Oui. En fait, elle s'est faite à découvrir bipolaire, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, machiavélique et tout, quand elle a été au centre hospitalier par des psychologues. Elle a caché son jeu pendant 82 ans. Donc, mais c'est vrai que les premiers pas que j'ai fait avec cette personne, ça a été très difficile pour moi. Il a fallu que je rentre dans une autre phase de calcul. Je n'osais pas avancer. J'avançais comme si j'allais tomber dans un piège, quoi. J'avais peur du piège, quoi. Et oui, vous avez été d'une extrême prudence parce que vous avez un vécu de violence psychologique dans un contexte qui devrait être un contexte aimant, celui d'un parent, et qui ne l'était pas. C'est-à-dire que les mots peut-être
disait je t'aime, mais tous les gestes et les remarques imprévisibles et les situations imprévisibles devaient dire le contraire. Et une maman bipolaire, c'est très, très, très compliqué. Mais vous savez, Michel, c'est toujours le problème de la croyance, c'est-à-dire que on a une maman qui n'est pas une femme bien, pour simplifier, et donc on considère que toutes les femmes sont dangereuses. Et ça s'appelle une croyance. Et là, vous êtes en train de tuer cette croyance grâce à cette femme qui visiblement est une femme aimante et aimable. Voilà. Tout à fait. Merci Michel, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. N'hésitez pas vous aussi à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous avançons avec Ariane Calvo, psychologue, psychothérapeute, sur les blessures et notamment la blessure d'abandon qui parfois nous fait ne pas trop savoir comment aimer, comment s'engager. Et c'est Marianne qui est avec nous. Je crois, Marianne, que vous avez envie de l'éclairage de Ariane Calvo. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Effectivement, votre sujet de ce jour, même si tous les autres sont toujours très intéressants et enrichissants, celui d'aujourd'hui parlait plus particulièrement et plus personnellement. Parce que alors, moi j'assimile souvent l'abandon au rejet un petit peu. Je sais pas si vous l'assimilez de la même façon. Mais donc mon père m'a abandonné ma mère, mais moi j'avais 10 ans et mes petites sœurs avaient 7 et 3 ans. Donc ça a été déjà un premier moment difficile, même si c'était quelqu'un dont nous avions peur. Et dans un premier temps, on s'est dit c'est quand même une très bonne chose, mais ça reste un abandon quelque part. Mais celui qui m'a le plus marqué, ça a été après, quand j'ai eu 13 ans, donc très peu de temps après. Celui qui était le pilier de la famille, qui était vraiment une référence pour moi et auquel j'étais très attachée, c'est mon grand-père. Il est mort brutalement, sans aucun signe avant-coureur. Il a fait une crise cardiaque, un arrêt, voilà. Et ça a été terrible. Et en fait, maintenant, quand je regarde ma vie, parce que j'approche très doucement de la soixantaine, pas encore, mais je vais bientôt y arriver. Eh bien, je me rends compte que ça a été toute l'histoire de ma vie. En fait, les personnes que j'aime me repoussent. Et voilà, j'ai été mariée, c'était plutôt par dépit que par choix de ma part. C'était pas mon choix vraiment, mais bon, voilà, c'était plutôt par dépit à un moment donné où j'en avais marre de vivre une vie seule. Ce que je refuse aujourd'hui je refuse ça, c'est-à-dire que oui, je vis seule, mais je veux plus jamais me mettre avec quelqu'un par dépit. Mais ça reste mon fil rouge de vie. Oui, Marianne, j'imagine que votre grand-père, c'était le père de votre mère? Oui. Oui, et il a dû, si on fait un calcul rapide, vous aviez 13 ans, donc il devait avoir à peu près une soixantaine d'années quand il a fait sa crise cardiaque. Il avait 68 ans, en fait. D'accord. Et comme vous approchez de cet âge-là, ça peut créer une sorte d'angoisse aussi qui peut-être vous trouble. Mais je vous laisse avec Ariane. Déjà, Ariane, est-ce que la blessure de rejet, elle fait écho à la blessure d'abandon? C'est les deux blessures majeures, c'est les plus importantes. Généralement, les autres, on les appelle blessures secondaires. Mais la différence entre les deux, c'est peut-être important qu'on le redise. Quand on a une blessure d'abandon très forte, ce que l'on ressent, c'est qu'on pourrait mourir d'être quitté. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une détresse terrible du fait d'être seul. Quand on a une blessure de rejet très forte, ce que l'on ressent, c'est que personne ne pourra nous aimer à moins que l'on lui soit utile, parce que notre valeur personnelle ne suffira jamais en tant que telle à être aimée. Est-ce que vous sentez la différence? Alors, je sens nettement la différence, effectivement, et j'ai envie de quand même, malgré tout, vous répondre que les deux, je me sens concernée par les deux, les deux versants de ce que vous exprimez. C'est possible, c'est possible. Absolument. Et donc, ce que j'entends, c'est effectivement les deux choses. À la fois une détresse qui fait que c'est difficile pour vous d'être seul parce que vous voudriez vraiment désespérément qu'on vous choisisse. Et
et qu'on vous choisisse vous, vraiment de façon unique, quoi. Et aussi un défaut de sentiment de valeur personnelle, c'est-à-dire que c'est difficile pour vous de percevoir, alors peut-être avec l'âge et le chemin et la vie qui passe par là et le fait qu'on se connaisse mieux, on se rencontre plus et on commence à aimer notre individualité et ce qui fait notre spécificité. Mais ça a dû être un chemin ardu. C'est ça que j'entends. Complètement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis alors, on va aller plus loin dans la noirceur, si je peux me permettre de rajouter ça. J'ai vécu donc une séparation à mon initiative. Pourtant, je disais toujours, je suis très mauvaise en rupture avec les gens parce que je ne voulais jamais rompre avec les gens. Alors, mon mari en l'occurrence, mais même les amis ou autres. Et là, j'ai pris cette décision-là par nécessité. Et mon ex-mari a réussi à me séparer de mes enfants. Et ça a été un long combat aussi de les retrouver. Donc, il y en a encore une que je ne revois pas au bout de 10 ans. Mais bon, heureusement, les 3 autres, je les revois et avec grand bonheur. Mais voilà, comme je vous dis que ça a été vraiment toute la trame de ma vie. Et c'est là où je me questionne. Je me dis, mais pourquoi je me sens pas non aimable, mais bon, je ne sais pas. Non, mais Marianne, demain, avec Claude Parisot, on va aborder les choix amoureux. Pourquoi on choisit telle ou telle personne. Et il me semble que le père de vos enfants, il y a peut-être quelque chose à comprendre avec votre propre père. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, d'accord. Et ça va vous aider. C'est possible, hein, c'est possible. C'est vrai qu'il y a tellement de choses au niveau de l'inconscient et de... Parfois, oui, difficile. Vous avez choisi un père fusionnel avec ses enfants, là où le vôtre vous a tous rejetés, en fait. Alors, il n'était pas vraiment fusionnel, mais c'était pour me briser, moi, en fait, qui m'a séparée de mes enfants. C'était vraiment pour me détruire, en fait. Il ne s'en occupait pas? Oh non, du tout. du tout. Non. Je rattrape les choses maintenant, mais bon. C'est un autre débat, mais voilà, oui, c'est malgré tout, il y a une espèce de répétition. Oui, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Et puis peut-être qu'il faut continuer à travailler sur l'estime de vous-même, hein, tout simplement, parce que quand on croit qu'on n'est pas suffisamment aimable, c'est souvent parce que l'estime de soi est abîmée et ça se répare. Il faut du temps. D'accord. Mais oui, d'accord. C'est gentil de m'encourager, parce qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. J'accueille vos paroles. J'accueille vos paroles, sincèrement. Eh bien, merci Caroline, et on vous a donné les travaux pratiques au travail maintenant. Merci beaucoup. On continue bien sûr après les infos à vous donner la parole. N'hésitez pas à nous rejoindre 0826 300 300. Et puis, vous n'échappez pas évidemment à la petite devinette du jour. Elle est peut-être assez facile quand même. Quelle est la différence entre une femme et un avocat, Ariane Calvo? Vous avez le temps des infos pour essayer de me trouver une réponse. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et elle ne nous a pas abandonnés. On retrouve Ariane Calvo qui est avec nous pour évoquer cette blessure d'abandon. Avec vous, bien sûr, vous n'hésitez pas à venir. On voit quand même, Ariane Calvo, que ces blessures peuvent rester très très présentes, même à des âges d'adultes. Hein, et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle régulièrement, parce que tant qu'on n'a pas repéré que c'est une blessure d'enfant qui fait qu'on n'arrive pas à être adulte, on reste dans la souffrance au fond. Exactement. On a toujours beaucoup de mal à identifier, parce que ça nous fait un peu honte ou que c'est inconfortable, à identifier que nos patterns amoureux dysfonctionnels sont reliés toujours à notre enfance, en fait, en premier lieu. C'est assez désagréable d'envisager qu'on a pu être amoureux d'une certaine façon de nos parents, mais c'est vraiment la recherche d'amour la plus profonde et la première que l'on connaisse, et c'est avec celle-là que se construit notre rapport à l'amour. Donc c'est indissociable des rapports amoureux qu'on va avoir ensuite. Et c'est vrai qu'on gagnerait du temps si on prenait conscience que nos premières relations amoureuses servent très souvent, très très souvent, à tenter de réparer nos blessures. Alors,
Effectivement, on n'y arrive pas, hein, c'est un scoop. Ce n'est pas avec nos relations amoureuses que l'on guérit ces blessures d'enfance, mais c'est une tentation. On essaye de demander à l'autre de nous réparer et on se fâche ou on se frustre ou on a atrocement de la peine quand il ne se met pas à cet endroit qui nous permettrait de réparer nos blessures. Et je pense que juste la conscience de ça, dans nos premières relations, pourrait nous éviter bien des choix désastreux, bien des engueulades terribles. En tout cas, bien des répétitions, mais en même temps, moi j'aime bien, et c'est un peu le sujet qu'on verra demain. J'aime bien dire aussi que c'est un miroir l'autre, et si on accepte de se remettre en question plutôt que de croire que c'est l'autre qui nous blesse, qui nous agresse, ben on va avancer plus vite. Hein. Croire qu'il nous doit une forme de réparation et de nous rassurer. Non, l'autre ne doit ni nous rassurer ni nous réparer. C'est nous qui devons faire ça avec nous. Il peut juste nous montrer là où ça coince et là où ça cogne. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir. Hein, quelle est la différence entre une femme et un avocat, Ariane Calvo? Et déjà, est-ce qu'on parle de l'avocat le fruit ou l'avocat le métier? Le métier. Moi j'étais dans les histoires de noyaux. Non. Je voyais pas du tout. Je vous aide un peu. C'est l'avocat qui met une robe. C'est une question de robe. La femme enlève une robe et l'avocat met une robe. C'est ça, pour défendre sa cause. En général, l'avocat va mettre sa robe, tandis que la femme peut enlever sa robe pour défendre sa cause. Ça marche assez bien. Hein. Enfin, moi, j'ai remarqué que ça marchait. Hein. Voilà, c'était ça la bonne réponse. En effet, c'était une question de robe. On retrouve Valérie qui est avec nous maintenant. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Ariane. Merci de me recevoir. Alors, pour moi, il y a juste quelques années où j'ai compris que j'avais eu cette blessure d'abandon. Je l'ai compris il y a quelques années en faisant un gros travail sur moi. Et puis en vous écoutant aussi, en écoutant beaucoup d'émissions et puis avec les rencontres aussi que j'ai eu l'occasion de faire. Oui. Et je pense que cette blessure, moi je l'ai eue aussi comme votre première auditrice. Je l'ai eue quand j'ai été séparée de mes parents, hospitalisée. Par contre, moi je ne sais pas pourquoi j'ai été hospitalisée. Je l'ai su, je crois, à mes 15 ans ou 16 ans. Oui, c'est vos parents qui vous l'ont dit donc, j'imagine. Non, alors ce ne sont pas mes parents. Chez mes parents, en fait, il n'y avait pas de dialogue du tout. D'accord, tout était tabou. À tel point que j'ai même un frère qui est handicapé des jambes. J'ai appris adulte ce qu'il avait eu, mais en aucun cas je l'ai su de mes parents. Ce qui est une violence importante, hein, déjà. Certainement, oui. Et voilà. Moi, en fait, j'ai grandi tout le temps avec cette blessure sans savoir que c'en était une, en fait. Hein. Bien sûr. Je vous dis, il y a juste quelques années que je l'ai découverte, en fait. Et en fait, j'ai envie de vous dire, donc, il n'y avait pas de dialogue du tout chez mes parents. Il n'y avait rien du tout. J'ai fait un petit peu l'école de la rue, en fait. Hein. J'ai appris avec les autres, j'ai appris dehors. Mm-hmm. Et j'ai continué à grandir comme ça, en fait. Sans me préoccuper de quoi que ce soit, sans me poser de questions, sans essayer de comprendre, jusqu'à il y a quelques années en arrière. Et en même temps, je suis désolée. Hein. Non, je vous en prie, Valérie. Je suis émue, c'est pas toujours évident de parler de soi. Bah, vous savez, vous avez été privé d'échanges de paroles émotionnelles durant toute votre enfance, donc c'est compliqué. Hein. Vous êtes aujourd'hui en train de nous parler, ça vous émeut, donc c'est normal que ça coince un peu. Donc voilà, j'ai continué à grandir comme ça. Oui. J'ai eu des vies amoureuses. J'ai été quelqu'un de très 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 possessif. Jusqu'à aller me mettre à genoux pour que la personne ne me quitte pas, ne me lâche pas. Ou ça a été vraiment jusqu'à la dernière personne avec qui j'ai vécu, donc le père de mon enfant, où ça a été, comme disait Ariane, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Oui, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, et en même temps toujours ne comprenant pas. Pourquoi cette sensation? Je pensais que c'était du stress, que c'était juste, c'était juste le fait de me retrouver seule avec mon enfant. Mais finalement, non.
je l'ai très très mal vécu. Ça a été catastrophique. J'ai eu des crises d'angoisse à pas pouvoir même pas accéder chez moi. Non, ça a été catastrophique. Et il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, il y a quelques années où j'ai décidé de faire un gros travail sur moi. Et puis pour essayer de comprendre aussi beaucoup de choses, où j'ai compris d'ailleurs. Et j'ai envie de dire que depuis, pour ma part, ça va bien. Je vais bien. Et j'ai accepté la chose. J'en veux pas du tout à mes parents parce que je ne sais pas eux-mêmes ce qu'ils ont vécu. Bien sûr. Mais il me semble, Valérie, que vous avez vécu un peu comme un animal pendant de nombreuses années, avec une sorte d'instinct de survie qui vous a certainement sauvé d'ailleurs. Et puis ça y est, vous êtes devenu un être humain avec la compréhension qu'on est des êtres de langage et qu'il faut mettre des mots sur nos mots. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai sûrement occulté une grosse partie de ma vie. Oui, mais toute mon enfance. Question de survie, hein. Oui. Ariane, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Valérie ? Valérie, c'était à 15-16 ans, c'est ça, votre hospitalisation ? Non, je crois que j'avais 6 ans ou 7 ans. 6 ou 7 ans, donc à 6 ou 7 oui, pour des rhumatismes articulaires, en fait, où j'ai failli aussi y passer. D'accord. Donc vous avez eu peur ? Vous vous souvenez d'avoir eu peur ? À ce moment-là, non, pas du tout. D'accord. Mais vous vous souvenez qu'on ne vous a rien expliqué ? Ça, oui. Complètement. Et oui, parce que tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais parce qu'à 6-7 ans, on peut quand même comprendre plein de choses. Et je me disais, si à cet âge-là, on ne vous a rien expliqué, c'est que probablement vous avez traversé toute votre enfance. Et l'histoire de votre frère, elle est très, très symbolique de ça. Sans échange, sans verbalisation, sans qu'on vous pose de questions aussi sur comment vous vous sentez. Donc vous avez tout réapprendre toute seule en fait, en termes de communication. Absolument, c'est pour ça que je dis souvent je fais l'école de la rue parce que j'ai appris avec les gens à l'extérieur, j'ai vraiment grandi avec eux. Et tout à fait, j'ai tout réappris et voilà. Et après, j'imagine que vos parents avaient aussi vécu des choses difficiles, non ? Parce que... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas connu leur vie. J'ai perdu ma mère, j'avais une vingtaine d'années, et avec laquelle on n'échangeait pas vraiment. Même si je sais qu'elle nous aimait à sa façon, et je le comprends, et je n'en veux absolument pas. Mon père, n'en parlons pas. Mon père était là, mais n'était pas là. Donc, voilà. Oui. Et non, on n'a jamais échangé, et je n'ai jamais su ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Mais moi, j'entends 2 facteurs d'abandon dans ce que vous dites. Un enfant à qui on ne parle pas, déjà, c'est une forme d'abandon ressenti. Parce que pour se sentir exister en tant qu'enfant, on a besoin qu'on s'adresse à nous. Ne serait-ce que s'approcher, le sourire, etc. Et 2, cette présence-absence-là que vous décrivez de votre père, qui est très, très, très courant dans nos générations. Hein, c'est récent, les pères qui sont vraiment présents. C'est une forme d'abandon aussi. L'enfant le ressent complètement comme un désintérêt qui finit par assimiler à une forme d'abandon. C'est comme un abandon symbolique. Le père est là, on ne peut pas vraiment l'accuser d'abandonner, puisqu'il semble présent, mais en fait, il n'investit pas du tout, ni la famille, ni le rôle parental, ni probablement son couple. C'est tout à fait ce qui s'est passé, oui, tout à fait. Voilà, même la recherche de paternité, je l'ai recherchée aussi ailleurs, et voilà. Et ensuite, j'ai compris aussi pourquoi mon père, était là sans être là, à 2 ans de son décès. En fait, à ce moment-là, j'ai pu discuter un tout petit peu avec lui, et il m'a expliqué qu'il avait lui-même perdu son père, il avait 10 ans, et que sa mère n'avait jamais refait sa vie. Donc je pense qu'il n'avait pas d'exemple en fait. Il ne savait pas, Il savait pas comment modèle, être père. Et qu'il il pouvait pas lui-même être père, alors que lui avait grandi sans père, quoi. Enfin, moi je l'entends comme ça et... Oui, mais c'est pas faux. Mais vous avez, vous aussi, Valérie, déjà bien avancé, et votre témoignage montre aussi à quel point, malgré tout, on peut
on peut s'en sortir. Oui, actuellement, je suis très très bien avec moi-même. J'aime ma vie, j'aime tout, quoi. Il n'y a pas de problème. Je suis très très bien et ces sentiments d'abandon, il m'est sorti de la tête, quoi. Je veux dire, je le ressens. Et puis ce que je voulais aussi, parce que je l'apprécie dans votre témoignage, vous n'en voulez pas à vos parents et ça montre aussi que vous êtes en paix. Et ça, c'est très 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 important. Bien sûr, comment leur en vouloir quand moi-même je ne sais pas ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Oui, On mais peut c'est pas leur en vouloir, c'est pas possible. Ça prouve que vous n'êtes pas en colère et ça c'est plutôt bon signe. Merci Valérie, merci vraiment beaucoup. On fait une petite pause, on continue dans un instant. Ariane Calvo avec vous bien sûr sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie d'Ariane Calvo, nous évoquons les blessures d'abandon. On pourrait croire que c'est surtout les femmes, mais non, les hommes aussi visiblement en souffrent. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Merci de témoigner Roland, on vous écoute. Merci à vous surtout. Alors j'ai pris l'initiative de vous appeler aujourd'hui parce que j'ai commencé à écouter votre émission sur le thème de l'abandon et oui, et ben qu'elle était restée quelque temps en hôpital. Voilà. Excusez-moi, mais il y a une coupure. C'est votre mère qui est restée à l'hôpital, c'est ça? Non. Alors c'est moi qui suis resté à l'hôpital. D'accord. Quand vous étiez petit. Oui, tout à fait. Alors ça résonne particulièrement parce que la première auditrice, je me suis retrouvé un petit peu dans son témoignage. Et l'auditrice précédente, Valérie, je crois, ont évoqué des sentiments qui me touchent aussi particulièrement parce que actuellement j'ai des périodes de haut et de bas. Et là en ce moment je suis dans une période, on va dire, de bas assez profonde. Je pense que ça a effet, l'effet que je ressens aujourd'hui vient probablement d'un effet d'abandon. Et il y a 25 ans aussi, j'ai subi une rupture que j'ai moi-même provoquée. Ça par contre, je rejette pas la faute sur la personne, mais c'est pareil. J'ai eu beaucoup de difficultés à surmonter cette rupture et je la surmonte toujours pas aujourd'hui. J'ai fréquemment l'impression que cette rupture a eu pour effet de me donner l'impression que j'allais mourir sans pouvoir récupérer la personne. J'ai arrêté de manger, j'étais en phase d'autodestruction et je retrouve régulièrement par période ces phases. À tel point que la semaine dernière, mon épouse m'a appelé pour m'informer pour me donner une information. Et puis c'est quelque chose que je peux pas contrôler. J'étais submergé par l'émotion et je lui ai dit, je lui ai fait savoir que ça allait pas parce que ça allait pas depuis plusieurs jours et je lui ai dit clairement, textuellement que j'avais plus envie de vivre, j'avais tout simplement plus envie de vivre, de supporter ces phases de montantes et descendantes, ces grosses charges émotionnelles et puis toutes ces choses que j'ai vécues dans le passé qui vous rattrapent aujourd'hui, qui rendent oui. Oui. Merci. D'abord, merci Roland de témoigner parce que ça prouve que vous avez confiance en nous. Et c'est important que vous puissiez dire à quelqu'un ce que vous ressentez si profondément. C'est déjà une manière de peut-être un tout petit peu aller mieux. Ariane Calvo, je vous laisse répondre à Roland. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que vous décrivez vraiment très très bien les ressentis effectivement de la blessure d'abandon. Il faudrait presque vous passer en école de psycho parce que c'est exactement ça, ce sentiment on pourrait mourir, qu'on manque d'air et puis in fine de se demander si ça vaut le coup de vivre. C'est vraiment exactement les effets de la blessure d'abandon. Vous avez dit que vous ne mangiez plus et on retrouve là quelque chose du petit enfant. Parce que aujourd'hui, vous vous sentez terriblement seul et le cœur brisé, mais vous n'êtes pas abandonné au point que tout
tout le sens de la vie ait disparu de la surface de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal que vous le ressentiez là, mais ça fait forcément écho à une blessure plus profonde et très précoce. Qu'est-ce qui a pu se passer pour l'enfant pour que vous vous sentiez sur le point dans cette détresse-là, si la figure d'amour parental disparaissait? Oui, vous comprenez, Roland, oui, pardon, allez-y. Non, j'ai émis l'hypothèse que lors de la première relation que j'ai eue à l'âge de 18 ans, je pense que la personne, enfin la femme avec qui j'étais à cette époque-là, avec qui je suis resté quasiment 4 ans, lorsqu'il y a eu lieu cette rupture, ça a été très difficile pour moi, je pense, parce que cette personne avait en quelque sorte remplacé ma mère, un petit peu, parce que j'étais très proche de mes parents. Et je me suis souvenu de cette période où j'ai été hospitalisé pendant 15 jours. C'était très compliqué d'être hospitalisé. Je sais plus pour quelle raison exactement. Je devais avoir à peu près 6 ans. Et lorsque ma mère partait, je m'accrochais à elle pour ne pas... Je voulais que mes parents restent avec moi dans la chambre. Et je n'acceptais pas de les voir partir, surtout ma mère. Et donc, lorsque cette femme a pris un petit peu la place de ma mère, je me suis raccroché à elle sentimentalement, et pour moi, c'était quelque chose c'était comme une personne, comme une maman de remplacement. Et j'ai appris à l'aimer cette femme. Et quand cette rupture a eu lieu, tout s'est écroulé autour de moi, quoi. Oui. Et vous sentez que ça fait écho à ce ressenti très très fort d'abandon de l'hospitalisation. C'est-à-dire que vous avez dû avoir très peur, vous sentir très seul et pas comprendre très bien ce qui vous arrivait, ni si vous alliez rester là dans cette solitude ou si la vie allait reprendre son cours. Et c'est ça qui vous fait peur aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas si la vie va pouvoir reprendre son cours. Ce qu'il faut comprendre... Oui, allez-y, Roland. Oui, ce que dit Ariane est juste, et je pense que c'est une des causes de mon mal-être aujourd'hui, et j'ai l'impression de vivre un petit peu à côté de ma vie et de subir un petit peu le quotidien, malgré tous les bonheurs que je pourrais avoir tous les jours. Je repense très souvent à cette histoire d'amour que j'ai eue il y a 25 ans, et j'ai l'impression de marcher à côté de moi-même et d'être en quelque sorte une sorte de zombie un petit peu. Oui. Je sais pas trop où je vais. Mais je crois, Roland, on va faire une petite pause, mais on va vous retrouver. Je crois qu'il y a eu un traumatisme réel quand vous aviez 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas pu être compris? Parce qu'à 6 ans, on est quand même parfois capable de comprendre ça. Mais en tout cas, ça ne l'a pas été. Et c'est quelque chose de traumatique, là. Et en l'occurrence, comme c'est un traumatisme, il se répète et vous n'arrivez pas à le dépasser. Donc on va essayer de vous guider et de vous aider un tout petit peu. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Ariane Calvo, psychothérapeute, on évoque la blessure d'abandon qui peut aller jusqu'à un sentiment de mort imminente, comme le témoigne Roland. Ce qui est important, je pense, Ariane, à faire comprendre aux auditeurs, c'est que on va tous traverser des difficultés, des micro-traumatismes. Pour certains, la même chose va être tout à fait anodine, peut-être parce que les parents l'auront expliqué ou parce que c'est un moment où on va plutôt bien. Et puis pour d'autres, ça va être un réel traumatisme. Et je crois qu'il n'y a pas... c'est pour ça que c'est si compliqué moi, j'aime pas non plus le côté parfois généralisé de la psycho, parce que c'est à chaque fois c'est des histoires individuelles, quoi. Et on voit bien que aujourd'hui, on a des témoignages différents qui montrent bien que on fait ce qu'on peut, quoi.
Oui, que tous les ressentis ne sont pas les mêmes et qu'on n'a pas tous les mêmes ressources, ni pour l'affronter à 6 ans, ni pour l'affronter à 50. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Là, ce qui me semble important, c'est quelque chose que vous dites très souvent, Brigitte, qui est d'accord, j'ai vécu cet événement terrible quand j'étais enfant ou cette série d'événements de violence. Qu'est-ce que je décide d'en faire aujourd'hui ? Alors, Roland, ce qui est important, c'est que vous avez pris la parole aujourd'hui. Et c'est peut-être la première fois de votre vie que vous osez vous mettre à nu comme ça et de dire les choses. Et ça, c'est essentiel parce que jusqu'à présent, je pense que vous avez essayé de tenir, vous avez essayé de pas craquer, sauf que ça se détruit à l'intérieur de vous. Et à un moment donné, il faut que vous puissiez être aidé pour dépasser le traumatisme. Oui, j'ai déjà essayé d'être aidé, j'ai consulté des thérapeutes qui ont pris un petit peu de temps pour analyser la situation, mais c'est vrai que de par différents événements, les séances se sont arrêtées et j'avais l'impression d'aller un petit peu mieux, mais chaque fois, au fur et à mesure que le temps passe, j'ai l'impression de m'enfoncer tout doucement, période après période, dans un gouffre sans fond, et sans pouvoir remonter. Et je m'aperçois que je suis pas épanoui dans ma vie de père, de mari, et voilà, j'ai l'impression de m'étouffer moi-même petit à petit. Oui, parce que vous étouffez votre souffrance, tout simplement. Et vous n'osez pas vous montrer vulnérable à votre femme ou à vos enfants. Mais à l'intérieur de vous, il y a une sorte, vous savez, il y a une sorte d'abcès qui va tout doucement grandir, et à un moment donné, mais en même temps, je comprends que vous ayez arrêté un peu les thérapies à des moments, etc. Parce que il faut le percer, cet abcès, et forcément, ça va faire mal. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être aidé. Vous avez grand besoin d'être soutenu, oui. Je pense vraiment. Oui. Alors justement, je remarque que je n'arrive pas à trouver le soutien que j'espère pouvoir trouver auprès de mes proches. Je n'arrive pas à trouver le moyen de rentrer en contact avec cette jeune femme avec qui j'ai passé du temps, 4 ans, dans les années entre 95 et 98, 99 plus précisément. Et je vois qu'elle a tout verrouillé de son côté pour que je ne puisse pas tenter de la joindre, et c'est très 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 difficile à accepter ça. Oui, mais Roland, cette jeune femme, elle n'est que la répétition de votre mère, c'est pas elle qui compte. Mais d'autant que si je me souviens bien, c'est vous qui l'avez quittée. Oui, c'était sur une décision un peu mal embouchée, parce que je voyais qu'elle était assez renfermée sur elle-même, et cette perche que je lui ai tendue, elle l'a prise, et elle l'a prise définitivement, et c'est pas ce que je voulais réellement. Je voulais juste la faire réagir, et j'ai été pris au piège tout simplement, et c'est pas ce que je souhaitais réellement en fait. Oui, mais quelque part, c'était un appel, c'était certainement un SOS que vous lui avez envoyé quand vous lui avez lancé cet appel, et elle l'a pas saisi. Mais ça, c'est les difficultés de communication qu'on a tous dans nos vies, hein. Surtout aussi jeune. Oui, vous aviez 22 ans. Oui, j'avais à peu près entre la vingtaine, 20, 21. C'est ça. Mais ce qu'il faudrait, après, je ne sais pas, moi je pense plutôt à de l'EMDR ou même pourquoi pas de l'hypnose. Ce qu'il faudrait, c'est voir ce qui s'est passé exactement quand vous aviez 6 ans, pour que ce soit tellement traumatique. Est-ce que votre mère s'est mise en colère en partant un moment, ou enfin, il y a dû y avoir un véritable événement qui a fait que vous vous êtes senti totalement mort, quoi. Enfin, exactement. Oui. Et c'est ça qu'il faut. Alors je dis pas qu'il faut avoir la réponse exacte, mais c'est l'émotion et le ressenti qui s'est passé à ce moment-là qu'il faut que vous acceptiez de revivre pour pouvoir le dépasser. Peut-être enquêter un petit peu. Effectivement, le NDR me semble très indiqué
parce que ça va permettre de retraiter l'émotion associée à cet événement. Et c'est ça qui se réactive à chaque fois dans votre vie et qui vous empêche de penser que la vie pourrait reprendre un cours doux et joli qu'elle a dû avoir avant 6 ans et que vous avez eu peur de ne plus jamais retrouver. Ce qui est sûr, Roland, en tout cas, et là c'est une interprétation, je suis pratiquement sûre de ne pas me tromper, c'est qu'à ce moment-là, dans votre détresse totale, vous vous êtes senti totalement incompris. C'est-à-dire que vous avez dû pleurer, vous mettre en colère ou je ne sais quoi, et en face vous avez eu alors soit votre parent, soit quelqu'un du milieu médical, je ne sais pas, qui vous a totalement rejeté. Et là vous vous êtes dit de toute façon personne peut m'aider. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit à mon épouse la semaine dernière. C'est encore la sensation que j'ai aujourd'hui. J'ai la sensation que personne ne peut réellement m'aider. J'ai bien tenté d'essayer de contacter un praticien EMDR, mais bon, c'est assez compliqué. J'habite dans le sud de Paris. Enfin, c'est assez délicat. Alors, je sais pas. Là, vous nous faites un peu confiance. Ariane Calvo, vous travaillez aussi, j'imagine, par Zoom et par téléphone. Oui, tout à fait. Et essayez, Roland, de contacter Ariane et recommencer un petit travail, et puis elle pourra vous aider et vous orienter vers des personnes qui seront adaptées si vous avez envie. C'est une possibilité. Si vous préférez du présentiel, je peux essayer d'enquêter pour trouver quelqu'un de bien dans le sud de Paris, hein. Mais on peut tout à fait faire de l'EMDR en visio. D'accord, mais pas de problème. Je prends toutes les possibilités qui peuvent permettre de m'aider, c'est le moment. En allant dans le sens positif. Ouais. Roland, c'est le moment. Vous avez pris le téléphone pour nous appeler, donc c'est le moment c'est le moment d'y aller. Je vous embrasse fort. Bon courage. Merci en tout cas. C'est toujours émouvant de ce genre de témoignage, et c'est touchant, et on va continuer évidemment, Ariane Calvo, mais je voulais pas zapper ce Love Conseil parce que je voulais revenir sur les 3 sortes d'attachement. J'en ai pris que 3. Je sais que certains en prennent 4, mais je trouve que 3 c'est plus simple. Donc c'est des modes d'attachement qu'on a dans les premiers mois de sa vie qui vont prédire un petit peu le mode d'attachement qu'on aura quand on sera adulte. Donc il y a ce qu'on appelle les adultes relativement autonomes, assez confiants, dignes de confiance, qui peuvent assez facilement se rapprocher des autres. Ils sont à l'aise dans la codépendance affective et ils essayent autant que possible de dénouer les conflits de manière positive. Ça représente à peu près, je crois, 30% de la population, si les chiffres, mes souvenirs sont bons. Après, il y a les adultes anxieux qui sont préoccupés, qui veulent se rapprocher assez vite de l'autre quand ils sont dans une relation amoureuse, qui s'inquiètent assez facilement que leur partenaire ne les aime pas assez, qui ont une estime d'eux-mêmes qui va bien, mais qui peut par moments être un peu fragile. Ça représente un peu plus de 30% aussi, je crois. Et puis après, il y a les fameux adultes évitants, soumis, qui sont peu à l'aise dans le rapprochement à l'autre, qui ont du mal à faire confiance, qui ont tendance à tenir toujours une distance émotionnelle, qui se replient facilement sur eux-mêmes, et ça représente aussi à peu près 30%. Et puis il reste 10% de personnes toxiques, qui sont généralement des personnes qui ont souvent d'ailleurs eux-mêmes subi des choses terribles, mais qui sont devenues terriblement perverses et qui vont abîmer l'autre, voilà. Donc cela, on n'en parle pas. Mais donc il y a ces 3 sortes d'attachements. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment? Oui, je suis d'accord, complètement. Et on oublie toujours que la perversion vient d'un narcissisme complètement effondré. On croit toujours que les personnes perverses se sentent au-dessus des autres. En fait, profondément, c'est exactement le contraire. C'est d'ailleurs souvent ça qui fait qu'on reste avec un pervers, parce qu'on sent sa détresse. Ils choisissent des personnes hypersensibles et très empathiques pour que la personne puisse tout leur pardonner. Oui. Et c'est vrai que c'est toujours important de le rappeler que ce sont des personnes qui ont été détruites, souvent. Voilà. Alors, nous avons Christophe qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. Brigitte, bonjour à votre invité. Alors merci pour votre émission parce qu'elle est très très intéressante pour moi. Je suis éducateur spécialisé et j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans des foyers.
avec des jeunes qui présentent exactement ce que vous avez décrit et ce que tous vos invités ont décrit, c'est-à-dire une forme d'abandon. Alors on appelait ça de l'abandonnisme, un sentiment vécu ou redouté, parce que j'ai connu les deux. Et ça se manifestait à l'adolescence par un attachement particulier, c'est-à-dire une recherche permanente du lien. Et dès que quelque chose se passait trop bien, c'était insupportable pour eux et il fallait qu'ils reproduisent. Et vous parliez tout à l'heure de reproduction, le rejet. Donc ils étaient dans des schémas de reproduction, d'être rejetés. Dès qu'on faisait une activité où tout se passait bien, il fallait qu'ils déclenchent quelque chose pour qu'on les sanctionne, pour qu'on les punisse, ou du moins ils essayaient d'arriver là. Et donc notre travail, c'était d'être le plus fiable possible et de leur montrer que le lien à l'adulte pouvait continuer même s'ils avaient fait quelque chose entre guillemets de compliqué ou horrible. Oui. Ça a été, voilà, c'est les manifestations, voilà, il y en avait c'était divers et variés. Moi, je me rappelle de jeunes qui prenaient un objet, mais n'importe quoi, pour juste garder le lien avec l'adulte, de peur que l'adulte, quand il était plus là, disparaisse et n'existe plus. Voilà, oui, non, mais votre témoignage est important aussi parce que on voit bien, ceux qui nous écoutent et qui témoignent quelque part essayent de s'en sortir, mais on a certainement beaucoup de gens qui sont dans leur souffrance et qui peuvent devenir d'ailleurs violents, hein, parce que la racine de la violence, c'est toujours la souffrance. Hein. C'est exactement ça. Et on a du mal à... On est souvent trop parasité par un enfant provocateur, insolent, qui a l'air de mettre tout en échec quand on essaye de l'aider. Ça nous rend très démunis, très impuissants, et on a souvent du mal à garder une bienveillance et une empathie, alors qu'effectivement, vous le dites très bien, très souvent, c'est parce qu'ils sont complètement effondrés et qu'ils reproduisent infiniment ce qu'ils ont connu. Ils vérifient aussi si l'adulte va se comporter avec eux comme... les autres adultes qui leur ont fait du mal se sont comportés avec eux jusque-là, et avec une espèce de certitude que de toute façon, la seule façon dont on peut être en lien avec eux, c'est le rejet. Exactement. C'est pour beaucoup de jeunes que j'ai pu rencontrer, ils étaient dans ces schémas-là. Et donc tout notre travail, justement, vous parlez de bienveillance, c'est d'arriver à leur montrer que on peut exister. Et je souhaite à tous les auditeurs et auditrices de pouvoir rencontrer des adultes fiables et leur faire confiance. Même si c'est peut-être dangereux, je sais. Mais ça existe. Des adultes bienveillants, ça existe. Oui, et puis rappelons quand même, Christophe, que l'enfant est très résilient. Hein. Ça peut être une tante, un oncle, un professeur. Enfin, il y a beaucoup de possibilités quand même à un moment donné de pouvoir s'appuyer un petit peu sur quelqu'un, même si on a été terriblement abîmé par les parents. Hein. Oui. Exactement. Je dis que l'enfant est un être en devenir, donc on ne peut jamais présumer de l'avenir. Et effectivement, on parle de résilience. Pour certains, ils vont s'en sortir, alors qu'ils ont vécu des vrais abandons. Voilà, parce que ça aussi, c'est une sensation partie différente. Ils ont vraiment été abandonnés. Et d'autres qui ont ce sentiment d'abandon, c'est plus compliqué. Par contre, là où c'est compliqué, c'est que là où c'était votre métier et votre travail d'être un adulte fiable, stable, bienveillant et de tenir face à eux dans leur enfance, ce qui est difficile, c'est quand ces enfants-là deviennent des adultes sans avoir rencontré d'adultes fiables et qui reproduisent cette même technique dans les relations amoureuses, parce qu'ils sont à la fois odieux, disons, et désemparés, dans une détresse terrible, et ils créent la situation qu'ils craignent le plus. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai pu expérimenter ça. Alors, j'ai revu des jeunes des années après qui disaient certains merci, d'autres qui disaient tu lâchais pas, tu avais un cadre, etc. Mais ça m'a aidé. Voilà, donc autour de moi, j'ai vu et rencontré pas mal de jeunes qui en sont sortis, qui ont, comme vous dites, la résilience leur a permis de dépasser cette angoisse, parce que c'est des troubles d'angoisse très 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 profonds chez ces jeunes-là.
Eh bien, la peur de l'autre. En tout cas, merci beaucoup pour vos émissions. Ben, je vous en prie, Christophe. On peut peut-être rappeler à tous nos futurs députés que c'est l'enfance qui fait la société de demain et que c'est peut-être aussi un sujet à aborder actuellement, me semble-t-il. Bon, tout à fait, en sachant que depuis des années, des moyens ont disparu. Bon, ça c'est une autre réalité. Mais voilà, l'avenir est compliqué. Oui, l'avenir est compliqué parce que on a lâché beaucoup de valeurs humaines, en fait, je pense. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais il me semble qu'il y a quelques valeurs comme ça qui ont un petit peu disparu au nom de je sais pas, de choses qui ne sont peut-être pas si humaines que ça. Bref, merci Christophe, merci de votre témoignage. On va conclure dans un instant. Ariane Calvo sur Sud Radio, vous pouvez, si vous avez envie de dire quelque chose, nous rejoindre, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Ariane Calvo, nous parlons de la blessure d'abandon qui nuit évidemment beaucoup à la relation amoureuse. Si vous avez besoin, dans le dernier livre d'Ariane Calvo, vous pourriez trouver quelques pistes. Ça s'appelle L'autonomie émotionnelle et c'est aux éditions Robert Laffont. On va conclure avec vous, Afida, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez vous-même souffert de cette blessure d'abandon, mais je crois que c'est surtout au sujet de votre fille qui est très possessive, jalouse, et vous avez envie d'avoir quelques conseils de Ariane. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment un sujet finalement qu'on aborde d'une manière complètement spontanée et sans tabou à la maison. On en parle parce que j'ai détecté ça dès son jeune âge. Par rapport à ses amitiés, à ses émotions, comment elle se comporte quand elle n'est pas invitée à un anniversaire, quand par exemple il y a d'autres copines quand sa copine par exemple a d'autres copines, comment elle est, tout ça. J'ai détecté ça et après on a à peu près compris facilement d'où ça venait parce que moi je suis divorcée avec son papa depuis qu'elle a 3 ans et plusieurs fois, du coup, elle en a souffert de ça, dans le sens où, en fait, il venait plus du tout la voir. Et, ou alors, il disait qu'il venait, mais en fait, il ne venait pas. Donc, elle attendait dans le ventre et vous pouvez imaginer à quel point c'est triste pour un enfant. Et du coup, voilà, j'ai essayé, en fait, de l'emmener voir plein de pédopsies quand elle était petite. Je pensais vraiment que c'était derrière nous. Et à l'entrée au collège, j'ai senti vraiment qu'elle était très affectée par ça, quoi. Ça me semble. J'ai eu ça, mais bon, moi je suis adulte, donc après voilà, on traîne les casseroles de nos vies et le trauma de nos enfants, enfin de notre enfance, mais quand ça touche. Elle a peut-être pris un petit peu de vous aussi, et puis il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre du rejet aussi, non? En fait, quand je la vois faire, je me dis, j'étais un peu comme ça aussi. Donc forcément, on s'identifie et j'ai pas spécialement envie qu'elle souffre comme moi. Donc du coup, j'essaie de lui donner quelques tips, mais c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Ariane, qu'est-ce que vous pourriez dire à Fida? Oui, il y a des choses qu'on récupère de nos parents sans trop se rendre compte effectivement qu'on est en train de les intégrer parce que l'éducation fonctionne beaucoup par modélisation et de ce fait, il y a aussi des choses qu'on transmet sans se rendre compte qu'on les transmet. Ce qui me semble... Ah oui, et l'autre chose que je voulais dire, c'est que on a beau vouloir à tout prix éviter de transmettre des choses à nos enfants, il y a aussi des choses qu'ils absorbent plus que d'autres éléments de notre personnalité parce que ça colle avec leur personnalité profonde à eux. Donc c'est possible aussi que dans sa personnalité, dans sa nature en fait, elle soit particulièrement sensible à certains éléments de rejet ou que par exemple des enfants qui veulent très bien faire.
qui veulent être des belles personnes, ils vont être très sensibles justement au regard des autres dans un premier temps, jusqu'à ce que ça puisse maturer et qu'ils puissent s'en défaire petit à petit. Alors on sait que nous adultes, on a mis du temps à se défaire du regard des autres. Quand on a réussi à le faire, eh ben, il y a peut-être ce temps-là de maturation qui, pour elle, est particulièrement complexe, disons, parce que c'est quelque chose à laquelle elle est particulièrement sensible, parce que dans sa personnalité, il y a une volonté d'être quelqu'un de bien. Je ne sais pas, certainement. Après, elle veut, bien sûr qu'elle veut plaire à tout le monde. Depuis toute petite, elle cherche un petit peu le regard et l'attention, et on lui donne bien évidemment fois 1000 avec mon mari qui du coup son papa un peu adoptif. Mais bon, voilà, ça reste quand même, dès que les parents ou même les proches font pas un reproche, pas une critique, mais même une critique sur une danse qu'elle nous faisait petite, elle vraiment c'était très excessif en fait, la réaction très très excessive, et on comprenait pas d'où ça venait, jusqu'à ce que moi je décide de l'emmener finalement chez un pédopsie pour essayer d'en parler, pour essayer de comprendre un peu d'où ça vient et surtout comment y remédier, parce qu'on entend de partout, on lit aussi dans les livres, il faut savoir guérir ses blessures, mais en soi on ne sait pas comment en fait, personne ne donne vraiment les clés de ce fameux détachement émotionnel. Donc oui, on sait qu'il faut guérir, on sait que c'est meilleur pour les relations amoureuses futures ou même pour les relations amicales, puisque et il faut déjà. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais il faut déjà les repérer. Est-ce qu'elle se rend compte de cette. Ah oui, elle en parle ouvertement. Elle me le dit. Oui, donc ça c'est déjà. Il n'y a pas si longtemps, ça a commencé un petit peu avec les fameux crushs au collège, et ça fait 2 ans qu'elle en a un en tête, et elle me disait que il a jamais voulu d'elle, et là quand elle a décidé du coup finalement de passer à autre chose, elle me dit bizarrement il revient me voir. Je dis mais tu sais pourquoi? Elle me dit oui je sais. Elle me dit en fait je lui ai donné trop d'importance, et au final elle me dit moi je m'accrochais pour pas grand chose. Elle me dit là, maintenant que je le calcule plus, il revient. Je lui dis, tu vois, au final, donc elle en parle de ces sujets-là, amoureux et tout. Et puis même moi, je suis vraiment une maman sans tabou. Je veux justement rompre ce que j'ai vécu moi. Je veux que ça s'arrête à moi. Je ne veux pas que ce qu'elle a transmis ma grand-mère à ma mère et à moi, je veux que chez ma fille ça s'arrête, quoi. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille? 14 ans. Oh, ça va. 14 ans, soyez tranquille. Elle est, à mon avis, bien soutenue par sa maman. Et puis, si elle est déjà lucide sur son comportement, je pense vraiment qu'il ne faut pas vous inquiéter. C'est des âges où on est en pleine construction. Et puis, on se confronte aux autres. Moi, je pense au témoignage qu'on a eu tout à l'heure de Valérie, qui s'est construite dans la rue. Là, votre fille, elle se construit pas dans la rue. Elle a des aides, donc ne vous inquiétez. Je pense que tout. Je fais au maximum. Au maximum. Mais n'en faites pas plus qu'il ne faut. C'est 14 ans. Elle va commencer aussi à voler un peu de ses propres ailes. Merci. Merci en tout cas, Fida. Ariane, merci beaucoup pour cette belle émission difficile, mais je pense que ça a certainement beaucoup aidé ceux qui nous écoutent. On a besoin d'amour, même si on est blessé. Ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, Ariane Calvo. Demain, je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve Claude Parisot et on va mieux comprendre nos choix amoureux. Pourquoi on choisit parfois quelqu'un qui nous ressemble, pourquoi on choisit parfois quelqu'un qui nous fait souffrir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On en parle avec Claude Parisot et avec vous d'ailleurs, si vous avez envie de témoigner, vous pouvez nous joindre dès maintenant. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Je vous embrasse et à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.